Alors, quand on ouvre une boîte de jeux de société toute neuve, avec ses belles figurines et tout, on se dit que c'est le succès total. On s'imagine facilement l'équipe créative en train de sabrer le champagne. Ouais, c'est clair. C'est un contraste qui est assez brutal en fait entre le plaisir immédiat à table et la dure réalité financière derrière le carton. Et c'est en plein dans le mille de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le but de notre décryptage, c'est de revenir sur notre article qu'on a publié récemment, intitulé La mid-list ludique. Un article qui a fait pas mal réagir d'ailleurs, hein. Grave. La mission, c'est vraiment de comprendre pourquoi d'excellents jeux disparaissent presque instantanément et de montrer à quel point l'économie des auteurs est super fragile en 2026. Et pour poser les bases, faut d'abord définir cette fameuse mid-list dont on parle dans l'article. Pour faire simple, c'est un peu le ventre mou de l'industrie. C'est-à-dire le jeu qui n'est ni un échec, ni un best-seller. C'est ça. Exactement. Le jeu est bon, souvent très bon même, mais il finit noyé dans la masse. Et quand on regarde les chiffres qu'on a mis dans l'article, on comprend pourquoi il est noyé. Rien qu'au salon Spiel Essen de 2025, il y a eu 1716 nouveautés. C'est énorme. Et sur Board Game Geek, c'était plus de 7600 entrées pour cette même année. Conséquence directe de cette avalanche, la fenêtre de survie d'un jeu, elle a fondu. On parle de 2 mois maximum aujourd'hui. 2 mois, mais c'est rien du tout. Ah bah oui. Les boutiques ont un espace de stockage physique qui est limité. Si le jeu trouve pas son public direct, il saute de l'étagère pour laisser la place aux nouveautés de la semaine suivante. C'est là que j'aime bien l'analogie qu'on a utilisée dans notre texte. Le marché, en fait, c'est devenu un immense tapis roulant d'aéroport. Ouais, le fameux tapis à bagages. Voilà. Les valises défilent, et si t'attrapes pas ton jeu au bon moment, paf, il repart et disparaît derrière le rideau en caoutchouc noir. Et cette invisibilité hyper rapide, elle casse complètement le modèle économique des créateurs. Le grand public s'imagine souvent qu'une boîte à 30 ou 40 euros, ça rapporte gros à l'auteur. Alors que bon, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'auteur touche en moyenne 2,5% du prix final. Non mais attends, 2,5%, mais ça fait à peine 1 euro par boîte. Il passe où tout le reste de l'argent? Le gâteau est découpé de partout. Faut payer l'usine, le fret maritime, le distributeur qui stocke et évidemment la marge de la boutique. Ouais, logique. Du coup, avec des avances qui tournent souvent entre 500 et 2000 euros, un auteur dont le jeu mid-list est tiré à 3000 exemplaires, il peut pas en vivre. Ça rappelle cette citation glaçante de Rob Davio qu'on a mise dans les sources. Il disait qu'il faut beaucoup de petites pièces pour faire $1. C'est tout à fait ça. Et le fossé se creuse hyper vite avec les mastodontes. Pendant que l'auteur mid-list compte ses centimes, t'as un éditeur comme Stone Meyer qui lance Royaume Span à 100 000 exemplaires d'un coup. Il y a aussi Asmodée en bourse, non? Ah oui, la financiarisation du secteur. Ça tue la prise de risque. Les actionnaires veulent du sûr, de la rentabilité garantie. Donc on finance des suites ou des grosses licences et on sacrifie l'innovation pure de la mid-list. Mais du coup, c'est pour ça qu'on entend toujours dire que Kickstarter, c'est la porte de sortie magique pour les auteurs indés, pour couper les intermédiaires, non? Alors ça, notre analyse le montre bien, c'est un mythe total. Ah ouais? Ouais, c'est un mirage. Le participatif, ça supprime pas la galère, ça la transforme. L'auteur qui s'auto-édite, il se retrouve avec un deuxième métier épuisant. Le nez dans les tableurs logistiques en pleine nuit. Exactement. Gérer la douane, les retards en Chine, le prix des conteneurs qui flambent, c'est un marathon. Mais s'ils se font écraser par le modèle classique et que Kickstarter, c'est un cauchemar logistique, ils font comment pour survivre en fait? La solution, elle est dans la durée. Créer des evergreens, tu vois. Ces classiques qui se vendent lentement, mais sur 10 ou 15 ans, comme Citadel de Bruno Feiduti. Ah oui, les incontournables. Et puis surtout, il y a la riposte collective, l'organisation syndicale. Genre la CGAJ en France ou la TTGDA aux États-Unis. Voilà. Et c'est pas juste pour discuter, hein. La TTGDA, par exemple, a déjà forcé la révision de plus de 80 contrats. Ah quand même. Ouais. Il sécurise des bases plus justes, surtout sur les droits des traductions étrangères, pour que les créateurs arrêtent de se faire dépouiller. En tout cas, de se dire que cette midi-list, c'est finalement un peu le 7e joueur silencieux autour de la table, ça change totalement notre regard sur nos ludothèques. C'est indispensable pour comprendre l'humain derrière le jeu. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse pour clore tout ça. Si ces créateurs du milieu n'arrivent plus à joindre les deux bouts, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un marché ultra polarisé, avec d'un côté des super productions inaccessibles faites par des multinationales, et de l'autre des jeux générés à la chaîne par des intelligences artificielles pour casser les prix? Ça fait froid dans le dos. La vraie question, c'est de savoir si on va laisser cette classe créative du milieu disparaître complètement. Une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on dépellicule une nouvelle boîte.